Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau hors-série de Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je vous propose d'explorer le Moyen-Âge par plein d'aspects différents, mais aussi de vous parler des initiatives pour valoriser cette période qui souffre encore de trop de clichés. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler d'une partie du Moyen-Âge que j'ai assez peu abordée jusqu'à présent, car c'est aussi la moins traitée par les historiens et historiennes. On va parler du Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire le début du Moyen-Âge. Si vous avez écouté les premiers épisodes de mon format Superjoute Royale, vous avez peut-être entendu parler des premiers rois mérovingiens avec des noms qui surprennent, et le problème récurrent qu'on évoque souvent de « mais oui, on n'a pas de source pour cette époque ». Pourtant, on en a des sources sur le Haut Moyen-Âge, et notamment archéologiques. Et c'est pour ça que je vous propose de découvrir dans cet épisode l'exposition Le Monde de Clovis au Musée d'Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Alors oui, effectivement, cet épisode est sponsorisé pour vous parler de cette exposition, mais j'ai pu concevoir cet épisode en totale liberté en collaboration avec les équipes du musée, en me permettant de rencontrer des personnes passionnantes. Vous allez entendre ça dans quelques minutes. Situé à l'ouest de Paris, au bout de la ligne A du RER, le musée d'archéologie nationale est situé dans le château de Saint-Germain-en-Laye, une ancienne demeure des rois de France qui est devenue un musée d'archéologie sous l'ordre de Napoléon III en 1862. Alors déjà, l'endroit vaut largement le détour pour sa collection permanente. En fait, quand toutes les salles du musée sont ouvertes, le musée expose environ 30 000 objets archéologiques, ce qui en fait une des plus importantes collections d'Europe, avec en tout dans les réserves plus de 2 millions d'objets. Des vrais témoignages des activités humaines des origines de la préhistoire jusqu'à l'époque carolingienne. Et jusqu'au 23 mai 2023, le musée propose l'exposition Le Monde de Clovis, qui vous propose de découvrir la vie quotidienne de cette époque entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, avec un dispositif assez original et interactif, même surprenant et divertissant, qui vous donnera envie de visiter plusieurs fois l'exposition. Si, je vous assure. Alors, pour vous parler de cette exposition, j'ai eu la chance d'interviewer directement dans les locaux du musée les deux co-commissaires de l'exposition. Et pour commencer, pour comprendre l'époque historique de l'exposition, je vous propose d'écouter mon premier invité, dont le nom vous dit peut-être quelque chose, parce qu'il est souvent cité comme référence dès qu'on parle de cette époque. Bonjour, je m'appelle Bruno Dumézil, historien, spécialiste plutôt des temps mérovingiens et je travaille à Sorbonne Université. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point est-ce que nous connaissons l'époque du monde de Clovis et des Mérovingiens ? Alors souvent on considère qu'après le monde romain, après le 5e siècle, il y a un gros trou dans la documentation jusqu'à l'époque de Charlemagne. Donc on a l'impression que pendant 3 siècles, il n'y a plus de documentation. En fait, on a de la documentation. On n'a pas beaucoup de sources narratives, donc on n'a pas beaucoup de récits de ce qui s'est passé. On a quelques grands historiens comme Grégoire de Tours qui est le plus célèbre, mais c'est un peu un personnage isolé. Par contre, on a beaucoup de lettres, on a énormément de documentation épistolaire et ça ressemble beaucoup à nos réseaux sociaux actuels. Donc on voit les rapports des uns avec les autres, on voit qui s'échange avec qui et c'est publié année après année. Alors c'est un peu vide de contenu objectif, mais un peu comme Twitter aujourd'hui est vide de contenu objectif. Mais ça permet de voir les relations et de voir qui sont aussi les hommes de pouvoir, les femmes de pouvoir aussi, puisqu'on a pour ces 3 siècles beaucoup de documentation qui concerne les femmes, ce qui est un peu exceptionnel pour le millénaire médiéval. Et on a aussi, j'imagine, de la pratique de l'écrit, qu'on a un petit peu à cette époque-là, des choses administratives. Alors, on a les formulaires administratifs, mais en blanc. Parce que malheureusement, c'est une époque où on utilise encore le papyrus jusqu'au milieu du 7e siècle. Donc les 2 premiers siècles mérovingiens ne nous sont connus que par des formulaires qui auront été recopiés par la suite. Mais alors un formulaire, c'est anonyme, donc on a supprimé le nom de l'individu, on en a fait un peu ce que vous faites aujourd'hui pour remplir vos impôts. On a des ordres de mission, des fonctionnaires mérovingiens, donc on sait exactement ce qu'ils ont le droit de manger quand ils se déplacent, comment ils vont être remboursés. Mais malheureusement, tout ça est en blanc. La documentation a été très abondante, on pense que le palais royal produit plus de 10 000 documents par an, mais malheureusement,
tout est sur papyrus, mais c'est comme l'Empire romain. Hein. L'Empire romain, si on n'avait pas les inscriptions sur pierre, on n'aurait rien. Alors malheureusement pour nous, les Mérovingiens ne produisent que très peu de documents sur pierre, et donc l'essentiel de la documentation de la pratique nous est totalement perdu. Alors pour donner un petit peu les grands traits de cette période, quels sont les grands repères sociaux de cette époque et quelles sont les grandes structures de la société mérovingienne ? Quand Rome s'efface, aujourd'hui on ne considère plus que Rome est tombée, mais plutôt qu'elle s'est effacée progressivement au cours du 5e siècle, des pouvoirs se sont maintenus ou se sont reconstitués. Le pouvoir essentiel, c'est le pouvoir de la cité. La cité romaine est toujours là, simplement elle n'est plus incarnée dans des institutions municipales comme à l'époque romaine, mais par l'évêque. Donc il y a à peu près 130 évêques dans le monde mérovingien, donc 130 pôles d'organisation locaux. On a un roi qui, pour beaucoup, a remplacé l'ancien empereur. Donc, il y a les fonctions publiques, militaires, diplomatiques, et des palais. Alors, c'est ça l'originalité des temps mérovingiens, parce qu'il y a souvent plusieurs rois, ou même s'il n'y a qu'un seul roi, il a plusieurs palais. Donc, on a des subdivisions du territoire. Les historiens aiment bien parler de Teilreiche en allemand, donc des sous-royaumes, parce que la dynastie mérovingienne pratique le partage du territoire, un peu comme l'Empire romain tardif avait beaucoup partagé le territoire. Et puis, il y a un dernier élément de structuration, c'est les familles. Les grandes familles aristocratiques se structurent comme une parentèle, donc des réseaux de cousinage. Ça ne veut pas dire que tout le monde vit sous le même toit, au contraire, mais que tout le monde se connaît. Parfois, les gens vivent à 500 ou 1000 km de différence et sont capables de travailler ensemble pour des grandes opérations, essentiellement des vengeances ou des opérations d'agression, mais aussi parfois pour fonder un monastère, on rassemble tout le monde et on va ensemble tous faire une grande entreprise pieuse. Et pour donner aussi une idée, quand on dit temps mérovingien, en fait, on est sur quelles époques ? Alors les temps mérovingiens, c'est une expression française, parce que si on était en Angleterre, on parlerait plutôt de Migration Period. Si on était en Allemagne, on parlerait de Volkerwanderung. C'est une expression qui est associée en France à l'idée que l'histoire de France, c'est des dynasties. C'est bien, on aime bien classer. Il y a les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens. Alors, ça marche finalement assez bien. C'est entre le milieu du 5e siècle, quand quelqu'un qui s'est sans doute appelé Mérové prend le pouvoir, mais on le connaît très mal. Mérové, c'était un petit roi du sud de la Belgique actuelle ou du nord de la France. Et puis, à partir de la fin du 5e siècle, on connaît mieux les rois, et ils vont former une dynastie. Alors, pas une dynastie de père en fils, mais une dynastie de cousin à cousin, d'oncle à neveu, mais qui va durer quand même jusqu'en 751. C'est la dynastie la plus longue de l'histoire de France, juste derrière les Capétiens. Oui, donc on est quand même sur plusieurs siècles pour résumer cette époque-là. Et alors, est-ce que c'est à cette époque que naissent les grandes structures de la société médiévale ? Vous l'avez dit, effectivement, on a le roi qui s'instaure comme une figure. Alors oui, la question serait de savoir exactement ce que c'est que la structure d'une société médiévale. C'est un vieux problème, puisque le Moyen-Âge n'existe qu'à partir du moment où il s'est achevé. C'est les gens de la Renaissance qui ont inventé l'idée de Moyen-Âge. Alors, ce que nous pensons comme étant le Moyen-Âge, c'est-à-dire globalement la domination de l'Église sur la plupart des éléments de la culture, oui et non, puisqu'on a encore des grands auteurs laïques à l'époque médiévale. On a des comtes, des ducs, des rois également. On a un roi qui écrit un grand poème qu'on a conservé. Donc, ce n'est pas encore le monopole des clercs sur la culture savante. Mais on a quand même les monastères qui commencent à être en place et puis les grands centres d'archives ecclésiastiques qui se constituent. Donc, par exemple, Saint-Denis, ça y est, on commence à voir les premiers documents de Saint-Denis qui nous sont conservés. La monarchie, oui, mais ce n'est pas la monarchie féodale encore. Ce n'est pas du tout une monarchie qui va être centrée sur le bassin parisien. On est encore sur autre chose. Plutôt les bassins de la Seine, oui, mais aussi de la Moselle, du Rhin. Et puis, du côté de l'économie, ça dépend où on place le curseur. Si, pour nous, le Moyen-Âge, c'est le Moyen-Âge d'argent, le monnayage d'argent, il commence en 675. Donc, finalement, très tard dans l'époque mérovingienne. L'essentiel des Mérovingiens vont continuer d'utiliser de la monnaie d'or, et donc ils ressemblent beaucoup plus à Constantin, Théodose et à tous les grands empereurs qui vivaient dans un monde où l'or était la monnaie de référence. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de la culture qui s'inspirent aussi de l'Antiquité ? Alors la culture, de notre point de vue, est très antique. La pensée des gens qui écrivent à l'époque mérovingienne et dont on a conservé les textes, évidemment, c'est un biais énorme. Elle est très proche de Saint-Augustin, d'Ambroise, c'est-à-dire on est dans ce que les gens qui font de l'histoire de la culture appellent l'Antiquité tardive. Autrefois, on disait qu'il y avait l'Antiquité, puis les temps barbares. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il y a une grande période de tuilage avec des productions extrêmement foisonnantes, un grand dynamisme intellectuel et qui va durer jusqu'au 7e, 8e siècle. Finalement, la Renaissance carolingienne n'est pas vraiment une Renaissance parce que rien n'est mort. Donc, tout continue de vivre et on écrit bien au temps mérovingien. Simplement, le latin, lui, a évolué. Et c'est ça qui est surprenant, c'est que on écrit en latin, mais un latin qui est encore une langue vivante et qui restera une langue vivante jusque vers 800. Et donc, pour nous, c'est un peu surprenant. Les gens des temps carolingiens ou capétiens diront ils écrivent très mal en latin. Non, c'est simplement qu'ils vivent dans un monde où le latin
existent. Et donc, oui, c'est un peu étonnant. Les cas ne sont pas ceux de la langue classique. Vous avez des phrasés qui sont des phrasés français dans le latin. Donc, vous commencez à voir naître la langue française dans le latin. Et puis, on a aussi des mots étonnants. On voit apparaître des choses qu'on verra beaucoup plus tardivement. Le registre des grandes insultes de la langue française apparaît à l'époque mérovingienne. Qu'est-ce qu'on a par exemple ? Oh non, je n'ose pas le dire, mais on a plein de choses scatologiques essentiellement. Et on a conservé des échanges de lettres entre l'évêque de Tours et l'évêque de Paris à la fin du 7e siècle qui s'envoient les pires choses à la figure. Alors ça descend largement en dessous de la ceinture. C'est la première apparition du terme de queue, cauda en latin, avec un sens qui n'est pas un sens anatomique habituel. Et dans l'exposition, il y a forcément le personnage de Clovis qui donne en partie son nom à l'exposition. Je voulais savoir, alors forcément Clovis est utile pour vous donner des repères au grand public, voilà, on connaît ce personnage, mais est-ce qu'il sera un jour, à votre avis, possible de se détacher de cette figure pour mettre en valeur d'autres aspects de cette période ? Alors oui et non. Le problème, c'est que les temps mérovingiens, c'est pour le grand public essentiellement Clovis et peut-être Dagobert, quand on se souvient que le bon roi Dagobert, qui a vécu au début du 7e siècle, était un mérovingien. Mais à part ces deux noms, difficile d'imaginer qu'on fasse une exposition qui s'appelle Le Monde de Chilpéric II ou Le Monde de Théodebert III. Non, il faut quand même se rattacher à des grandes figures, même si Clovis est paradoxalement un des rois les moins bien connus de la dynastie. Parce que c'est quand même très tôt et que la documentation est très lacunaire à son sujet. On ne sait pas en quelle date il a été baptisé, on n'a pas exactement de bonnes connaissances sur ses unions matrimoniales avant Clotilde. Oui, il faudrait pouvoir se détacher de Clovis. On le fait aujourd'hui. On travaille beaucoup avec la documentation archéologique qui nous permet de voir autre chose, notamment maintenant de plus en plus les classes moyennes qu'on ne voyait pas pendant très longtemps. Qui sont présents dans l'exposition, on les voit effectivement. Voilà, pendant longtemps on faisait l'histoire des rois. C'est ce qu'a fait Augustin Thierry au milieu du 19e siècle. Les récits étant mérovingiens, le best-seller de l'école de la Troisième République, c'était l'histoire des rois. Les rois s'entretuaient ou ils tuaient des gens, donc ils étaient méchants, c'est parce qu'ils étaient germains et c'est pour ça qu'on parlait beaucoup des mérovingiens. C'était une façon de dire du mal des Allemands. Mais aujourd'hui, on voit que cette société, elle est beaucoup plus diverse. Et puis, on peut parler aussi des régions différentes du monde mérovingien. La Bavière est mérovingienne, la Thuringe est mérovingienne, la Provence est mérovingienne. Donc, il y a eu énormément de vies différentes dans les temps mérovingiens. Et on a essayé aussi, pour une exposition comme celle-ci, de montrer que les destins sont différents. C'est-à-dire que des gens qui partent à petit niveau social peuvent monter pendant les temps mérovingiens. Jusqu'au milieu du 7e, c'est encore possible. Il y a de l'élévation sociale. Ça veut dire que c'est aussi des sociétés où il y a beaucoup de descente sociale. Et donc des sociétés très inquiètes. Il y a un stress des individus qui ont besoin absolument de paraître, de progresser. Et puis c'est un monde qui est difficile à montrer parce qu'il n'y a pas encore de chevaliers, il n'y a pas de château, il n'y a pas de noblesse, il n'y a pas de princesse. Et donc il est plus difficile à incarner. Donc pour l'exposition, on a essayé de trouver des solutions en montrant des activités, des types d'individus, les paysans, les gens qui s'occupent du commerce, et de montrer que c'est un moment où il y a des possibilités pour une poignée d'individus. Le biais, il est évident, c'est qu'on a montré tous les gens qui montent et on n'a pas essayé de montrer ceux qui descendent. Or, ça existe aussi. On voit dans l'exposition que parfois, selon le personnage qu'on choisit, on peut descendre aussi quand même. Alors, vous pouvez descendre selon les choix qu'on fait. Oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas tout à fait faux, parce qu'à partir du 7e siècle, c'est très rare de voir des gens tomber très bas. La noblesse est en train de se constituer. C'est aussi ce moment-là, le moment mérovingien, c'est le moment où la noblesse est en train de se constituer. Et puis, les gens les plus célèbres des temps mérovingiens, curieusement, c'est les bizarres, les étranges. Le bon Saint-Éloi, orfèvre, issu du peuple, né à Limoges, donc plutôt dans le sud du royaume. Il monte à Paris, brillante carrière de haut fonctionnaire, et puis il finit évêque. Donc ça n'arrive pas d'habitude, mais c'est pour ça qu'il est resté célèbre aussi. Ou Bathilde, reine de France, et qui a commencé comme esclave anglo-saxonne. C'est ça qui est aussi intéressant aujourd'hui de travailler sur les temps mérovingiens, c'est de voir que le Moyen-Âge, c'est pas le moment de la société figée. Et c'est vrai à toutes les périodes médiévales, il y a toujours eu un peu de mobilité sociale, sauf que là, pendant 3 siècles, il y en a beaucoup. On l'a oublié un peu parce qu'après, les Carolingiens ne veulent plus penser cette mobilité sociale. Ils sont là, ils veulent rester avec leur aristocratie. Et d'une certaine façon, ils ont réussi, puisque les grandes familles de l'époque carolingienne, elles sont encore pour certaines parmi nous. Ah oui. Pensez au trône d'Espagne, occupé par un Bourbon, qui est en fait un Capétien, qui est un descendant de Robert, comte de Worms, apparu à la fin du 7e, début du 8e siècle. Les ancêtres sont identifiables jusqu'à la fin, au début de l'époque mérovingienne. Alors, est-ce qu'il y a des découvertes récentes et archéologiques qui ont permis de mieux connaître certains aspects de cette période ? Alors oui, on a des choses qu'on n'avait jamais vues jusqu'aux années 2000. Depuis les années 2000, on fouille beaucoup mieux les structures en bois, notamment. Or, les temps mérovingiens,
pour de nombreuses raisons, préfèrent construire en bois ou dans des matériaux légers plutôt qu'en pierre. Et donc, par exemple, à Pontarlier, on a trouvé une église paroissiale mérovingienne. Ça, on n'en avait pas du tout. Et puis, on a retrouvé le grand port mérovingien, qui est un port qui a disparu aujourd'hui, qui est Quintovic. Alors moi, quand j'étais jeune, on disait « un jour, on trouvera Quintovic ». Alors, c'est pas le trésor de Toutankhamon, hein, c'est de la boue essentiellement, des cuvelages de puits, et puis quand même un très beau cimetière où là, il y a beaucoup d'objets. Mais c'est des gens qui ont quand même été capables de faire une création urbaine très importante, un port situé en Picardie qui commerce avec la Suède, avec le Danemark, avec l'Irlande, avec l'Angleterre, et qui a réussi à faire une invention urbaine prodigieuse que l'archéologie, aujourd'hui, peut véritablement analyser. Puis on peut faire des analyses isotopiques aussi, c'est fabuleux. Donc Ils analysent quoi ? Isotopique, vous étudiez les éléments chimiques présents dans un certain nombre de matériaux, que ce soit sur le corps humain ou sur des pierres précieuses. On a beaucoup travaillé sur les pierres précieuses mérovingiennes depuis 15 ans, et maintenant on sait où les Mérovingiens s'approvisionnent en pierres précieuses. Et donc, les pierres précieuses, elles viennent du Rajasthan en Inde ou du Sri Lanka pendant tout le VIe siècle. Alors, ça permet de réfléchir aussi aux circuits commerciaux et de se dire que finalement les Mérovingiens sont encore ancrés dans la civilisation antique du point de vue commercial jusqu'à la fin du VIe siècle. Les circuits méditerranéens, les circuits de la mer Rouge sont encore en place. Et puis après, ils vont commercer avec le monde russe, après ils vont commercer avec l'Irlande. Donc ça permet aussi de décloisonner ce Moyen-Âge, éviter de se dire que tout le monde regarde à 15 km autour de chez lui. Non, ils ont encore des horizons amples, du moins certains de nos Mérovingiens ont eu des horizons amples. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir, à votre avis, sur le monde mérovingien ? Oui, il y a plein de choses à trouver. Alors, un vieux rêve, c'est de trouver la tombe de Clovis. On sait où elle est. Sous la rue Clovis, à Paris, il y a la tombe de Clovis. Alors, est-ce qu'elle a été conservée ? Ça, c'est une autre question. Mais indépendamment des individus icônes, il y a énormément de choses à découvrir. On connaît très mal les campagnes mérovingiennes. On commence juste à voir les sites d'habitat. Pendant longtemps, on a trouvé des cabanes. Et on disait qu'ils vivaient dans des pauvres cabanes, à moitié excavées. Et en fait, on a découvert que ces cabanes, c'était les ateliers textiles. C'était un peu enfoncé dans le sol pour maintenir une bonne humidité, parce qu'ils font des très beaux textiles. Et donc, ils ont besoin d'avoir ces petites cabanes qui leur permettent de mettre leur métier à tisser. Mais les lieux d'habitat, ils sont pour ainsi dire inconnus. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, on ne voyait pas où ils vivaient. Et maintenant, on découvre finalement, entre une ferme mérovingienne ou une ferme normande du 19e, 20e siècle, il n'y a pas beaucoup de différence. Et donc, il y a un certain confort qui existait. Et puis, bon, évidemment, ce qui est fascinant aussi, c'est de découvrir les individus eux-mêmes, l'anthropologie physique, voir les corps, voir les capacités de la médecine mérovingienne. Ils font des choses, ils sont capables de soigner pas mal de choses. Et de se dire que on a un moment particulier de l'histoire qui ne peut pas se résoudre simplement à l'équation fin de l'Antiquité égale barbarie. Alors certes, il y a des choses qui ont changé, mais en même temps, il y a eu des choix nouveaux parfois. Par exemple, on a travaillé sur les animaux. Il y a un choix de réduire la taille des animaux. Ce n'est pas une fatalité, c'est simplement plutôt que d'avoir des gros bœufs qui coûtent très cher à élever, on a fait des petites bêtes et désormais tout le monde mange des protéines. C'est un changement par rapport à l'Antiquité. Et donc on vit plus vieux, mieux, mais dans une ambiance qui, de notre point de vue, est moins grandiose que les villae de l'Antiquité, sans doute. Dans l'exposition, on a beaucoup d'objets, donc forcément archéologiques présentés, c'est normal, on est au musée de l'archéologie. Est-ce que vous, il y a des objets particuliers qui vous tiennent à cœur, que vous aimez voir présentés ? Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est quand même les épées mérovingiennes, parce qu'elles sont quand même fascinantes. Pour les amateurs de fantasy, ces épées avec des anneaux soudés au pommeau, c'est quand même la légende des seigneurs des anneaux. Donc les anneaux qu'on a cherchés pendant longtemps au doigt pour représenter le lien entre le roi et ses grands guerriers, ces anneaux qui étaient mentionnés par les textes, en fait, ils étaient soudés au pommeau des épées. C'est pour ça qu'on ne les a pas vus pendant longtemps. Donc ça, c'est quand même fabuleux. Et puis, il y a ces fibules mérovingiennes féminines. C'est des petites attaches. C'est des petites broches qui servent à fermer le manteau, à fermer la tunique, à fermer la coiffe aussi parfois, et qu'on a retrouvé en tellement grande quantité, en tellement grande diversité, que l'on peut dater les tombes féminines à 15 ou 20 ans près. Donc la mode va très vite au temps mérovingien. Comme il y a une soif du paraître, et ça permet aussi de sortir de cette idée qu'on est dans des temps effroyablement barbares où la survie est ce qui compte le plus. Non, en fait, il y a vraiment des fashion victimes à l'époque mérovingienne. Il y a sûrement une grande culture qui, pour nous, est complètement perdue. Et ça, c'est la génération qui va venir après nous, c'est les textiles. Parce que les textiles, on les a presque tous perdus. Mais comme il y a beaucoup d'éléments métalliques dans les tombes mérovingiennes, on a sur les parties métalliques, les épées, les broches, les fermoirs différents qui peuvent y avoir, des traces des textiles mérovingiens. Et aujourd'hui, on commence avec de la tomographie numérique à pouvoir reconstituer les méthodes de textile et se rend compte qu'on a une diversité, une beauté sans doute des tissus francs qui dépassent de beaucoup ce qui existait à l'époque romaine.
Alors maintenant que vous avez bien le contexte historique de cette période en tête, je vous propose de quitter les bureaux du musée pour aller directement dans l'exposition, retrouver la deuxième invitée de ce podcast. Bonjour Fanny et Monique. Bonjour Fanny. Oui, beaucoup de Fanny dans ce podcast. Vous êtes donc co-commissaire scientifique de l'exposition et conservatrice du patrimoine au Musée d'Archéologie nationale. Et avec vous maintenant dans l'épisode, on va un peu faire une immersion sonore dans l'exposition. Donc auditeurs, auditrices, vous allez entendre un petit peu de bruit. Il y a des gens qui vont passer autour de nous. On est un jour normal. Donc voyez, soyez indulgents sur les petits bruits autour. Mais voilà, c'est le côté vivant de ce podcast. Alors déjà Fanny et Monique, est-ce que vous pouvez expliquer justement en quoi cette exposition permet une immersion dans le monde de Clovis et dans le monde des Mérovingiens? Alors, je dirais que l'immersion, elle est très directe. Dès la première salle, on va proposer à notre visiteur de choisir un des 4 personnages que nous avons créés pour lui. Donc cette immersion, elle se fait par le biais d'une identification très directe à une personne, à un personnage qu'on va suivre tout le long de l'exposition et à travers lequel on va faire des choix. Donc voilà, l'immersion, elle se fait par ça, elle se fait aussi par la scénographie qui est très présente, avec des illustrations d'un illustrateur qui s'appelle Gaël Lanurien, qui travaille en général plutôt pour des jeux de société, ce genre de choses, et qui imprime un univers visuel lui aussi très fort. Voilà, je pense, les 2 points qui permettent vraiment d'entrer tout de suite dans ce monde mérovingien. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus le dispositif et les différentes salles du parcours de l'exposition ? Alors, le dispositif, il est très simple. Enfin, simple et à la fois un petit peu déstabilisant quand on a l'habitude de visiter des expositions plus traditionnelles. En fait, ce qu'on propose à notre visiteur, c'est donc de suivre la vie d'un des personnages qu'il va choisir au moyen d'un scénario. Et ce scénario, il est déroulé soit dans un livret papier, soit via une application en ligne. Donc on a vraiment le choix, c'est la même chose. Et à partir de ce scénario, eh bien, on va de salle en salle, de vitrine en vitrine, être guidé dans l'histoire de notre personnage, vivre une aventure, vivre ses péripéties, et devoir, comme je disais précédemment, faire des choix à chaque étape. Et ces choix vont vous permettre de gagner des points de richesse ou de prestige, ou de prestige. On va dire que c'est les 2 échelles de valeur qu'on a retenues pour notre monde mérovingien. Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais voilà. Et avec ces points de richesse et de prestige, on va avoir certaines possibilités ou certains empêchements, et ça va nous amener soit vers la réussite dans le monde franc, soit au contraire vers une destinée moins brillante. Voilà, l'idée c'est vraiment que chacun construise son parcours pas à pas, et que chacun fasse des choix comme dans la vie. Est-ce que vous pouvez nous présenter où on se trouve dans le musée ici? Dans quel espace a été aménagée l'exposition? Alors, les espaces qui sont dévolus aux expositions temporaires au MAN, alors actuellement, parce que ça va bientôt évoluer, on est dans le cadre d'une grande rénovation globale, donc bientôt ce ne sera plus le cas. Mais pour l'instant, on a en général un espace principal dédié aux expositions qui est l'ancienne salle des gardes. C'est toute cette première partie qui est dans une atmosphère bleu marine, un peu feutrée dans notre cas. Et ensuite, on accède par un petit escalier à la chapelle, la Sainte-Chapelle de Saint-Germain-en-Laye, donc chef-d'œuvre du gothique. Et dans cet espace-là, dans la deuxième partie de l'exposition, on a plutôt tout ce qui est en rapport avec la mort, le salut de l'âme, etc. Donc voilà un peu pour le point architecture. Et alors sur les salles du parcours, en fait, c'est que à travers la vie de ces personnages, on peut évoquer plein d'aspects de la vie mérovingienne. Et je vous propose qu'on avance un petit peu dans l'exposition pendant que vous nous parlez de ça, justement. D'accord, c'est parti alors. Après la première salle, qui est une salle qui est dédiée plutôt aux apprentissages, donc à double titre, c'est-à-dire que le visiteur va apprendre le fonctionnement de l'exposition du jeu, et le personnage qui est dans sa petite enfance va apprendre soit le latin, soit les runes, soit la comptabilité, ou rien du tout, puisque finalement, le temps, c'est de l'argent. Quand on n'apprend rien, on gagne du temps, on gagne de l'argent. Alors ensuite, les personnages vont être séparés et on va leur proposer de se spécialiser un peu dans leur métier. C'est-à-dire qu'Andarcus, qui se destine à devenir paysan, doit choisir quel type de culture, quel type d'élevage il va faire. Évidemment, pour nous, c'est prétexte à expliquer à la fois ce qu'on cultive, les animaux qu'on élève et puis ce qu'on consomme, évidemment. Bathilde, elle, va apprendre le tissage. Geneviève va devoir choisir où elle part en expédition. Est-ce qu'elle reste dans le monde franc? Est-ce qu'elle va faire du commerce en Méditerranée? Est-ce qu'elle part plutôt vers le nord-ouest de l'Europe? Et Médard, lui, futur guerrier, va devoir choisir entre un scramasax et un angon, et ça nous permet d'expliquer ce que sont ces 2 armes emblématiques du monde franc. Ensuite,
Alors là, on va dire aux visiteurs, pour les filles, vous avez 12-13 ans, voilà, il va falloir vous marier. Donc là, c'est la partie un peu touchy, mais en même temps, voilà, c'est important que les gens comprennent aussi que la temporalité des vies à l'époque franque n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Donc on va traverser l'étape du mariage, où en fait, on va obliger nos visiteurs à se marier. Spoiler alerte, on leur propose de rester célibataires, mais en fait, c'est un choix impossible. On leur explique que à l'époque des Francs, ça ne se fait pas. Alors, à moins d'entrer au couvent, évidemment, mais ça, on en parle plus tard, on n'en parle pas à ce stade de l'aventure. Donc, on les oblige à se marier, et dans la foulée, on leur propose, ou plutôt, on les oblige, une fois encore, d'agrandir la famille. Alors là, ils n'ont pas le choix. En fait, c'est un moment un peu particulier de l'exposition, contrairement aux celles précédentes où systématiquement c'était à eux d'opter pour une chose plutôt qu'une autre. Là, on leur dit que c'est le hasard qui va décider, tout simplement pour faire passer l'idée qu'il n'y a ni contrôle des naissances, ni un très bon niveau de survie des jeunes enfants. Donc c'est cette double dimension, la mortalité infantile et les naissances qui ne sont pas contrôlées, qui font que c'est le hasard finalement qui décide du nombre d'héritiers qu'on va avoir. Et dans le reste des salles, on voit les autres étapes un petit peu donc, de la vie, donc voilà, comment construire son métier. Et voilà, je me demandais comment, en tant que commissaire scientifique, comment est-ce que vous avez conçu l'exposition avec cette approche centrée sur les personnages, et avoir quand même le propos scientifique derrière. Alors, d'une part, les personnages sont tous inspirés de personnages réels, mais vraiment très largement inspiré. C'est-à-dire qu'on est parti du personnage réel qui donnait une coloration au personnage que nous, on voulait créer. Et puis, on s'est très largement écarté de la véritable histoire, que ce soit de Sainte-Geneviève, de Saint-Médard, de la reine Bathilde ou d'Andarcus. Et on a donné après libre cours à notre créativité. Et ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer des personnages qui soient diversifiés. Donc vous avez le paysan gallo-romain, Andarcus, Médard, le guerrier franc, Bathilde, qui est une esclave d'origine anglo-saxonne, et Geneviève, qui elle est d'origine syrienne et future commerçante. Pourquoi cette diversité ? Évidemment, c'est pour refléter la diversité des populations qui se rencontrent en Gaule à cette époque et montrer au grand public qui ne le sait généralement pas vraiment que le monde franc, c'est pas juste des grands, beaux, francs, blonds, un peu barbares, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'était aussi pour avoir la liberté d'aborder des thématiques très vastes, comme je l'ai évoqué au tout début, du tissage jusqu'au commerce, en passant par l'agriculture, etc., etc. Ça nous permet en fait de déployer énormément de sujets différents. Je dois dire que pour Bruno, comme pour moi, c'est assez satisfaisant parce qu'on peut dire énormément de choses, tout en ne noyant pas le visiteur sous les informations, puisque lui, il ne suivra qu'un seul parcours. Donc nous, on a satisfait un peu notre côté, on veut dire plein de trucs tout le temps, on veut toujours en dire trop et c'est normal. Et pour le visiteur, à la fois, ça reste supportable. Oui, et c'est en fait un parcours qui peut être pour tout type de public, et ça qui est intéressant, c'est que vous adressez... alors dit comme ça fait vraiment, je fais la pub de l'exposition, mais vraiment, je trouve ça vraiment intéressant, c'est que on peut se mettre autour de l'application, autour du livret, à plusieurs personnes et faire ça ensemble. Alors oui, en fait, ce qu'on a voulu, c'est vraiment proposer plus qu'une exposition jeu, une vraie expérience, et montrer qu'on peut s'amuser de manière intelligente. Vraiment, on a eu à cœur à chaque fois de conserver les deux volets, c'est-à-dire le volet ludique et le volet scientifique, et de ne pas s'asseoir sur l'un ou sur l'autre. Et en permanence, on se posait la question de est-ce qu'on respectait bien ces deux exigences-là. Par ailleurs, je pense que cette impression que l'exposition s'adresse à tout le monde, c'est parce qu'en réalité, on l'a conçue en priorité pour une population charnière qui est les adolescents et les jeunes adultes. On avait vraiment envie de leur tendre la main parce que c'est vrai que c'est un public qui est très exigeant, qui vient pas tant que ça au musée de manière autonome. Et on a voulu pour une fois se dire, on fait une proposition qui leur est destinée à eux prioritairement. Et à chaque fois qu'on se posait des questions, on se demandait qu'est-ce qui leur plairait à eux d'abord. Mais de fait, il se trouve que du même coup, on aborde des thématiques parfois de manière assez complexe. On peut aller assez loin dans le raisonnement, ce qui peut convenir à des adultes, tout en gardant la dimension du jeu qui fait que ça peut convenir aussi à des enfants. Je pense que ça nous permet de jouer sur ces différents tableaux et de répondre aux demandes d'un public assez large avec différentes profondeurs de champ finalement, différents niveaux d'interprétation. Si on est plus jeune, on va juste vivre l'aventure et puis en grandissant, on va comprendre les concepts un peu mieux qu'il y a derrière tout ça. Et on ne l'a pas dit, mais depuis tout à l'heure, effectivement, on est dans l'exposition. Il y a beaucoup, bien sûr, on est au musée d'archéologie, c'est normal, beaucoup d'objets qui sont présentés et qui évoquent tout ce qu'on a dit comme les différents aspects de la vie. Et comment s'est fait le choix de ces objets ?
Alors en fait, le choix des objets repose sur d'abord une liste d'œuvres qui avait été établie au Musée royal de Mariémont, puisque Le Monde de Clovis, l'exposition dont vous êtes le héros, s'inspire de Le Monde de Clovis, itinéraire mérovingien, qui était l'exposition du Musée royal de Mariémont. Donc on a repris une grande partie des thématiques du fonds scientifique, on a repris le catalogue et une partie de la liste d'œuvres qu'on a retravaillé dans l'optique d'aller peut-être plus à l'essentiel, puisque la proposition qu'on fait, nous, est une proposition basée surtout sur un discours, sur une narration, tandis qu'à Mariémont, on a fait beaucoup d'objets, on voulait montrer beaucoup plus de choses. Nous, ce qu'on veut, c'est avant tout que le visiteur arrive à suivre l'histoire et arrive à comprendre les concepts, et donc on est allé vers une simplification de cette liste, et aussi une substitution de certains objets avec des pièces qui proviennent du Musée d'archéologie nationale, tout simplement pour des raisons de masse budgétaire plus cohérentes, parce que notre idée, c'était de proposer vraiment une scénographie très immersive, très développée, et donc potentiellement un peu coûteuse, et d'une certaine manière, de récupérer un peu de sous sur des prêts qu'on pouvait facilement substituer avec des œuvres d'Humann, parce que je pense qu'il n'est pas nécessaire de rappeler à vos auditeurs la richesse des collections mérovingiennes du Musée d'archéologie nationale. Donc de fait, c'était des substitutions assez simples. Est-ce que pour vous, il y a des aspects qui sont présentés dans l'exposition qui n'ont pas été avant parce que j'imagine que vous avez vu d'autres expositions peut-être sur cette époque-là. Je pense que avant tout, le point fort de l'exposition par rapport à d'autres expositions sur la période ou même à d'autres expositions tout court, c'est cette capacité à incarner ces ancêtres qui nous ont précédés, on va dire si on veut, cette proximité finalement avec ces gens. Le fait qu'on ait des personnages fictifs, en plus, accentue cette dimension parce qu'on peut plus facilement se projeter que dans des personnages qui ont vraiment existé. Et je pense que c'est ça, en fait, qu'on gagne. C'est une forme d'intimité entre le visiteur et cette période. Période que, par ailleurs, ils ont pour la plupart la sensation qu'elle est méconnue. Et souvent, on me le dit, alors, mais pourquoi cette période est-elle si méconnue ? Et souvent, je réponds, mais elle n'est pas méconnue. Pas des spécialistes, elle est méconnue du grand public, mais parce qu'elle est peu mise en avant, peu mise en valeur. Donc je pense que c'est ça, en fait, l'intérêt fondamentalement, parce que les thématiques, elles, sont des thématiques assez variées, qu'on peut retrouver dans d'autres expositions. La plupart étaient présentes aussi dans Austrasie, qui a eu lieu il y a quelques années à Saint-Dizier et Oman. C'est vraiment plutôt la manière dont on fait la médiation entre le visiteur et le matériau scientifique qui est, à mon avis, intéressante et originale. Quels sont les objets présentés alors dans l'exposition ? Alors, on a énormément d'objets assez divers, assez variés. On a énormément, évidemment, de mobilier issu de tombes. Alors ça, c'est toujours aussi le grand sujet pour cette époque. Comme dit Bruno, on a toujours l'impression qu'ils n'ont fait que mourir pendant des centaines d'années. De fait, leurs tombes étaient remplies d'objets, donc c'est une source inépuisable pour l'archéologue. Là, notre enjeu, ça a été de replacer ces objets plutôt dans un contexte de vie. Donc on a notamment des mobiliers masculins et féminins, des armes, des parures, ce qui nous permet à la fois de montrer les techniques de fabrication, mais aussi la différence qu'on faisait, qui était très nette entre le costume masculin et le costume féminin, qui était quand même très clair, même si aujourd'hui, des études réévaluent ça et montrent que parfois il y a des exceptions, mais voilà, on sait que l'acception générale de la chose était ainsi. On a aussi des objets de parure particulièrement exceptionnels, qu'il s'agisse évidemment du mobilier de la reine Arégonde que pour l'occasion, on a fait présenter dans l'exposition, qui appartient aux collections d'Humann et qui n'était plus visible puisque nos salles sont fermées actuellement. Mais aussi de parures très célèbres comme celle des Dames de Grédoisseau ou de la Dame de Carignan, qui sont des prêts exceptionnels que nous ont été accordés par l'Agence wallonne du patrimoine. Voilà, on a une grande diversité d'objets, allant du petit objet en métal qui peut avoir l'air un peu insignifiant jusqu'au sarcophage de pierre ou aux stèles qui sont présentées dans la chapelle. Voilà, on a essayé de refléter la diversité des productions de l'époque par la variété des pièces qu'on présente. Et est-ce que vous, il y a un objet en particulier qui vous tient à cœur ou que vous aimez bien voir quand vous faites le tour de l'exposition ? Bon, alors évidemment, moi j'ai toujours un amour immodéré pour mon Arégonde, mais ça, bon, ça me regarde. Après, c'est de toute façon un ensemble exceptionnel, donc c'est difficile de passer à côté. Après, je dois dire que j'apprécie beaucoup aussi une petite tombe de petit garçon
qui vient de Bossu-Gottechain et où on voit en fait en modèle réduit des mini-armes, mini-haches, mini-couteaux qui ont été déposés dans la tombe de ce Garçonnède et on voit que voilà, il se destinait déjà à devenir le futur chef franc et qu'il a en modèle réduit toute la panoplie typique. Et je trouve que c'est assez parlant en soi et aussi assez touchant de voir ces petits objets-là et c'est quelque chose d'assez rare qu'on voit dans peu de musées. Maintenant, chers auditeurs et auditrices, en visitant l'exposition Le Monde de Clovis au Musée d'Archéologie nationale, vous allez non seulement pouvoir faire vous aussi votre parcours avec votre personnage, mais vous devrez aussi, et là c'est le petit challenge que je vous donne, retrouver les objets mentionnés par mes invités. Donc merci beaucoup à Bruno Dumézil et Fanny Amonique d'en avoir dit plus sur cette exposition dont ils sont co-commissaires, je le rappelle. Elle sera ouverte jusqu'au 23 mai 2023. Donc vous avez encore quelques mois pour la voir au moment où sort ce podcast. Mais si vous écoutez l'épisode après cette date, eh bien vous pouvez quand même aller à Saint-Germain-en-Laye pour vous plonger dans l'histoire et dans l'archéologie médiévale, mais pas que. Je remercie aussi les équipes du musée pour leur collaboration et l'organisation de cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!